Bienvenue. Dans le monde à très haut risque de l'exploitation minière, des fortunes entières se décident sur des modèles numériques, bien avant que la moindre pelle ne touche le sol. Et au cœur de tout ça, il y a un concept, un seul, qui peut faire ou défaire un projet à plusieurs milliards. Voilà, plongeons directement dans le vif du sujet. Cette citation de Clive Johnson, le patron de B2Gold, elle dit tout. Le modèle de bloc, c'est souvent là que tout bascule. C'est la fondation sur laquelle tout le projet minier est construit. Et si cette fondation est bancale, eh bien, tout le reste s'écroule avec. Alors, c'est quoi ce fameux modèle de bloc? En fait, c'est assez simple à visualiser. Imaginez une sorte de jeu de construction géant, à un empilement de briques numériques. Chaque brique représente un petit volume de roche dans le sous-sol. Et pour chacune de ces briques, les géologues vont estimer la quantité de minerais, la densité, bref, toutes ces caractéristiques. C'est, en quelque sorte, la carte 3D d'un trésor enfoui. Et attention, cette carte numérique, ce n'est pas juste un gadget technique, non, c'est un document qui peut valoir des milliards et qui va guider absolument toutes les décisions, de l'investissement de départ jusqu'au dernier coup de pioche. Le premier gros défi, c'est que dans la nature, un gisement de minerai, ça n'est jamais un beau cube parfait. C'est tout le contraire, c'est tordu, irrégulier, souvent incliné. Alors, essayer de faire rentrer cette forme complexe dans des petites briques bien carrées, c'est un vrai casse-tête. Si on se contente de plaquer une grille standard toute droite sur le gisement, on voit tout de suite le problème. On obtient une image très grossière. Plein de briques se retrouvent à moitié sur le minerai, à moitié sur de la roche sans valeur. Du coup, les estimations deviennent très imprécises. Heureusement, il y a une solution qui paraît simple, mais qui est incroyablement puissante. Il suffit de faire pivoter tout le modèle de bloc pour l'aligner avec la direction principale du gisement. Et là, d'un coup, l'ajustement est bien meilleur. Les briques collent beaucoup mieux à la forme du minerai. C'est vraiment la première étape pour avoir une carte fiable. D'accord, nos briques sont bien alignées, super. Mais maintenant, la question devient encore plus compliquée. Comment est-ce qu'on décide de la valeur de chaque brique? Quelle teneur en minerai on lui attribue? Et c'est là qu'on entre dans le monde des statistiques et des débats d'experts. Pour simplifier, il y a deux grandes approches. D'un côté, les méthodes linéaires. Elles se basent sur la distance. Plus un échantillon est proche de la brique, plus il va compter dans le calcul. De l'autre côté, les méthodes non linéaires. Elles regardent non seulement la distance, mais aussi la teneur des échantillons. Et cette différence, elle est cruciale, surtout pour des gisements comme l'or, où une seule petite pépite à très haute teneur peut tout changer. La méthode linéaire la plus connue, c'est le criage ordinaire. En gros, elle utilise un outil statistique, appelé variogramme, pour modéliser à quel point les échantillons se ressemblent en fonction de leur distance. La logique est simple, ce qui est proche se ressemble. C'est efficace, mais ça a tendance à lisser les résultats, à gommer les valeurs extrêmes, ce qui peut être un gros problème. C'est pour ça que les méthodes non linéaires, comme le MIC, ont été inventées. Plutôt que de donner une seule estimation pour une brique, le MIC va calculer des probabilités. Il va dire par exemple, il y a 30% de chances que la teneur dans cette brique soit supérieure à tel seuil. C'est une approche beaucoup plus nuancée et bien mieux adaptée à l'irrégularité des gisements d'or et à leur fameux effet de pépite. Et là, il faut bien comprendre une chose. Ce n'est pas juste un débat technique pour spécialistes. Le choix entre une méthode linéaire ou non linéaire, c'est une décision qui a un impact direct et massif sur la valeur estimée du projet. Avec les mêmes données de forage, une méthode peut prédire que la mine sera rentable et l'autre qu'elle fera perdre de l'argent. Bon, maintenant qu'on a notre carte et une méthode pour l'interpréter, il faut faire attention où l'on met les pieds. Parce qu'un modèle de bloc, même s'il est fait avec les meilleures intentions, peut devenir un véritable piège s'il est basé sur des erreurs classiques. Un des pièges les plus connus, c'est ce qu'on appelle le modèle du chien tacheté. Ça arrive quand les géologues ne définissent des zones de haute confiance qu'autour des points de forage, sans vraiment prouver que le minerai est continu entre ces points. Le résultat, c'est une carte qui ressemble à un dalmatien, des petites taches de certitude dans un grand océan d'incertitude. Et ça, ce n'est pas du tout réaliste. Regardez à quel point la quantité de données peut tout changer. Avec des forages tous les 20 mètres, ce gisement a l'air assez simple, presque continu. Mais quand on resserre la grille et qu'on fore tous les 5 mètres, on découvre une réalité bien plus complexe, bien plus fragmentée. Plus on a de données, plus la carte au trésor se précise. Et parfois, elle change du tout au tout. Passons à un autre concept absolument clé, l'unité de sélection minière, ou SMU. C'est le pont entre le modèle numérique et la réalité du terrain. En simple, c'est la plus petite bouchée de roche que les énormes pelles et camions peuvent extraire sélectivement. La taille des briques dans le modèle doit correspondre à la taille de l'équipement minier. Et pourquoi c'est si important? Eh bien parce que si on choisit une taille de brique trop petite, trop optimiste, on peut gonfler artificiellement la valeur du projet. Une étude de cas célèbre a montré qu'un modèle avec une SMU irréaliste avait prédit une valeur supérieure de 122% à la réalité. 122%! C'est juste colossal comme erreur. Et voilà ce que ça donne visuellement. La fosse en rouge, c'est le plan de mine basé sur le modèle trop optimiste. Elle est énorme, elle semble très rentable. La fosse en bleu, c'est le plan basé sur une taille de bloc réaliste.
Elle est plus petite et représente ce qu'il est vraiment possible de faire. L'écart entre les deux, c'est la différence entre un profit sur Excel et une perte bien réelle sur le terrain. Allez, dans cette dernière partie, on va voir comment tous ces concepts numériques se confrontent au monde réel, au résultat concret d'une mine en opération. Le processus, sur le papier, a l'air simple. D'abord, le modèle nous dit où est le trésor, ensuite le plan nous dit comment l'extraire, mais c'est quand les machines commencent à creuser que la réalité frappe. Inévitablement, de la roche sans valeur se mélange au minerai, c'est la dilution. Et du minerai précieux est perdu avec les stériles, c'est la perte. Au final, le succès de toute l'opération repose sur la qualité du modèle de départ. Et puis, il y a le facteur que l'on oublie parfois, celui qu'aucun ordinateur ne peut gérer, le facteur humain. C'est fascinant de voir que si l'on donne exactement les mêmes données de forage à 3 géologues différents, on peut obtenir 3 cartes du trésor radicalement différentes. L'expérience, l'intuition, mais aussi les biais de chacun jouent un rôle immense et inévitable. Et tout ça nous amène à cette vérité fondamentale. On peut avoir les logiciels les plus puissants, les algorithmes les plus complexes du monde. Si la compréhension de la géologie du site est mauvaise, le modèle sera mauvais. La technologie est un outil formidable, mais elle ne remplacera jamais une bonne géologie de terrain. On termine donc sur cette question. La fortune d'une mine repose sur ce modèle numérique, mais au fond, de quoi est-il fait ? Quelle est la part de la science pure, de la géologie ? Quelle est la part de l'interprétation statistique ? Et quelle est la part, inévitable, du pari calculé ? Comprendre cet équilibre fragile, c'est la clé pour savoir si on a affaire à un vrai trésor ou à une simple illusion numérique. Merci de nous avoir suivis.